Bonjour à tous, je vous prie de nous excuser pour ce tout petit retard de 5 minutes. On avait des réglages de son et vidéo à terminer. Donc bonjour, merci d'assister à ce webinaire autour de l'intelligence artificielle, copilote efficace des services généraux, et comment réaliser le meilleur mix exploitation et digitalisation. Donc lors de ce webinaire, on va être accompagné de Isabelle. Donc Isabelle, très rapidement, je te laisse te présenter. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est donc Isabelle Destel. Je travaille chez BASF en tant que responsable Facility Management Environnement de travail pour tous les sites BASF en France. BASF, c'est un groupe international. Donc, on travaille dans le secteur de la chimie. Et donc, j'interviens en tant que responsable FM sur des sites à la fois tertiaires, des bases d'expérimentation, des sites de stockage, des sites industriels. Merci Isabelle. Et du coup, je vais co-animer ce webinaire avec toi. Donc, je suis Sébastien Azorin, je suis président et cofondateur de Mainteneurs. Mainteneurs, qui est une société qui travaille dans l'exploitation et qui accompagne ses clients pour exploiter les sites et notamment sur la partie services généraux et performance énergétique. Et donc, Isabelle est cliente, BASF est client de Mainteneurs depuis maintenant 3 ans, je crois, presque. 3 ans, Ouais, oui, 2 ou c'est 3 ça. ans. Donc voilà, un de nos premiers clients. Du coup, sur ce webinaire, on va très rapidement faire une petite introduction sur l'intelligence artificielle, mais vraiment en quelques mots, parce que je pense que la plupart des personnes ici savent ce que c'est. Aller rapidement sur bénéfices et limites, quelques applications pratiques de l'intelligence artificielle aujourd'hui, et notamment de la digitalisation au sens large dans nos métiers de l'environnement de travail, avec un zoom sur BASF, et enfin une petite conclusion et un espace d'échange. Voilà. Donc, si durant le webinaire, vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Il y a un chat qui est là pour ça et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure avec Isabelle. Alors, pour commencer, l'intelligence artificielle. Alors, aujourd'hui, ça c'est un mot qu'on entend beaucoup aujourd'hui. On entend beaucoup parler d'apprentissage profond, deep learning, algorithmes prédictifs, etc. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, le but principal de l'IA, c'est vraiment de traiter et nous accompagner dans le traitement de l'incertitude. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête. Elle va travailler sur de la gestion de données en masse et sur des opérations très précises sur lesquelles on va intervenir. On est très loin de Skynet dans Terminator ou autre qui est capable d'intelligence et qui est une IA forte et consciente, on va dire, capable de faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, les intelligences les intelligences artificielles sont vraiment sur des sujets très, on va dire, très précis. Et il faut même être plus précis que ça et parler davantage de méthodes d'intelligence artificielle que d'une intelligence artificielle. Et on va le voir dans nos métiers. Vraiment, on se rattache à des actions très précises sur lesquelles on va intervenir. Bon, c'est vraiment une introduction très, très rapide à l'intelligence artificielle pour juste poser un peu le contexte. Et notamment pouvoir parler des bénéfices, parce que c'est le sujet principal aujourd'hui de pourquoi on va l'intégrer. Premier bénéfice, amélioration de la satisfaction des usagers. Donc ça passe par une capacité à répondre plus rapidement et aux sollicitations, avec un traitement des catégorisations plus rapide. Deuxième bénéfice, la réduction des coûts. Et tout ça va mener à quoi? Ça va mener à une augmentation de l'efficacité. Et cette augmentation de l'efficacité, alors aujourd'hui, c'est des études qui donnent cette moyenne sur la productivité de plus de 25%. Alors, il y en a des tonnes d'études. On va dire que c'est une moyenne de ce qui est ressorti sur l'amélioration de l'efficacité. Et on l'a vu, on le verra notamment sur BASF, notamment sur le traitement de la donnée et le traitement d'une quantité importante de données sur des enjeux qui sont relativement importants. Je pense que Isabelle pourra en témoigner sur la digitalisation et son impact, notamment sur des changements d'organisation sur lesquels on a pu accompagner Isabelle et ses équipes. Les biais des algorithmes. Donc ça, c'est finalement l'IA va faire ce qu'on va lui dire de faire. Et si la manière dont on a programmé et paramétré l'algorithme avec des données qui sont insuffisantes, des données qui sont de mauvaise qualité, notamment les données de test, ou alors trop de données d'entraînement, trop de données d'entraînement vont faire que l'algorithme va être biaisé et les résultats ne vont pas être hyper pertinents. Donc il y a un vrai enjeu de sélection de la donnée et de paramétrage finalement des outils. Et ça, on le verra. Le sujet du paramétrage et de l'intégration des outils dans les systèmes, c'est vraiment important et pour s'intégrer au mieux de la vie opérationnelle de nos clients. Donc ça, c'est des sujets qui sont intéressants et importants à avoir en tête. En tout cas, nous, de la manière dont on travaille, on se focalise sur de la donnée pertinente
pour un endroit, pour entraîner sur des actions précises. Dernier sujet, c'est la notion de bulle de filtre. Donc ça, on en a tous entendu parler. Tout simplement, c'est que l'IA va présenter des informations en fonction de la manière dont elle va évoluer, dont elle va apprendre. Et ces informations vont être de plus en plus... elles vont avoir énormément de similitudes. Plus on va apprécier des choses, plus il va y avoir des similitudes. Donc, en fait, on va rester dans un champ bien précis, ce qu'on appelle du coup la bulle de filtre, ce qui impose toujours, et on en revient, on est très loin de Skynet, ça impose toujours une intervention humaine pour sortir de tous ces d'un contexte particulier et être capable de s'ouvrir à d'autres choses. Donc voilà pour les limites de l'IA. Donc la complémentarité, c'est ce qu'on disait, et je pense qu'Isabelle peut en témoigner. Aujourd'hui, les outils que l'on met en place, il y a quand même une action humaine qui est assez forte au démarrage, quoi. Au démarrage, oui. Ouais. Effectivement, l'intelligence artificielle seule ne suffit pas. On a encore besoin de l'intelligence humaine, c'est plutôt rassurant. Ouais, tout à fait. Et on l'a vu, en fait, on cantonne l'IA à des tâches qui sont relativement simples. Et nous, humains, on va aller apporter des tâches un peu plus complexes qui sont tout simplement on le met en œuvre, comment on le met en œuvre, comment on l'intègre dans un système qui existe déjà, et surtout comment on va aller décider de certaines choses, là où l'IA ne va pas être en capacité de décider. Il y a des exemples relativement simples sur aujourd'hui la manière dont nous on travaille. Un des choix chez nous, par exemple, de fait, c'est on ne va pas automatiser l'analyse de bons d'intervention. On va dire il faut qu'il y ait un humain qui lise ce bon d'intervention parce qu'il y a un contexte particulier dans lequel a lieu une intervention et dans lequel des décisions peuvent être prises parce qu'on sait que sur ce site-là, cette activité-là est extrêmement critique. On peut imaginer un système, tout simplement des barrières sur un site, où c'est un site qui est au hasard, Céveso, et sur lequel la sécurité est extrêmement importante. Et donc là, s'il y a un problème sur une barrière, on se doit d'être réactif hyper vite, parce qu'on le sait qu'il y a, par exemple, aujourd'hui, un seul agent de sécurité, là où d'habitude, il y en a deux, quoi. Et donc, ça va avoir un impact sur les ronds. Enfin voilà, il y a des choses qui sont derrière, assez importantes à avoir en tête. Donc ça, c'est des tâches complexes. Et l'IA, on va la cantonner à des tâches qui sont dites simples, même si par contre, pour ces tâches simples, elle va avoir à gérer une quantité importante d'informations, quoi. Alors, dans les services généraux, comment on l'applique dans les services généraux? Je pense que Isabelle va être d'accord avec nous. On a un excellent objet connecté dans le bâtiment. Finalement, c'est l'occupant. Quelque chose qu'on a toujours avec nous, c'est un téléphone portable. Voilà. Et nous, on part du principe que capitalisons sur les gens qui sont dans le bâtiment et donnons-leur les moyens de travailler dans de bonnes conditions et de remonter l'information. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose là-dessus, Isabelle, mais... Non, je pense que là, écoute, aujourd'hui, tu me trouves en direct live pour commencer à tester sur un de mes sites l'outil dont on va parler. Et effectivement, le téléphone portable, on a bien réfléchi, c'est quelque chose que l'on a toujours avec soi dans toutes les situations. Et c'est vraiment l'outil qui va nous permettre de déclarer des incidents ou faire des demandes d'intervention. Désolée pour ma voix, j'ai un petit chat dans la gorge. Je te laisse pour le moment continuer. Excuse-moi. On t'entend très bien. Ouais. Donc, on est parti du principe qu'il fallait aider l'usager à faire une remontée extrêmement aisée. Donc, c'est là où l'IA et la digitalisation va intervenir, en tout cas dans un premier temps. Et on se focalise sur ces choses-là avec de la catégorisation automatique, du langage naturel, donc ce qu'on disait tout à l'heure, où les gens vont simplement énoncer leurs difficultés et l'outil va pouvoir les pré-catégoriser et tout simplement préparer l'intervention derrière de manière anticipée, quoi. Et ça, aujourd'hui, on en convient sur le fait que c'est un gain de temps pour tes équipes, hein, Isabelle. En tout cas, on voit bien le temps que vous passez à traiter des mails et des sujets comme ça qui pourraient être traités différemment, ou même sur des outils classiques où finalement, il faut aussi toujours traiter une partie de la catégorisation, soit par l'usager, soit après par la personne qui fait le dispatch, quoi. Ouais, c'est ça, tu as entièrement raison. En fait, là, en ce moment, et on va peut-être revenir là-dessus, mais nous, on est en train donc de déployer, suite à un appel d'offres, une multitude de prestataires pour une multitude de prestations sur une multitude de sites. Et du coup, l'objet premier de ce déploiement d'outils, c'est de gérer, comme tu l'as dit, de la data, de trouver l'outil qui est le plus adapté pour capter le besoin, pour émettre la demande, et ensuite gérer ces demandes en fonction des différents interlocuteurs. Donc là,
Et c'est vrai qu'au départ, si on ne réfléchit pas sur l'outil et la façon de fonctionner, et c'est ce qui s'est passé au départ, ben, on démultiplie les mails avec possiblement énormément de destinataires. Quand on met énormément de destinataires dans les mails, on ne sait plus qui est responsable de quoi. Tout le monde se sent concerné et personne, et ça devient rapidement ingérable. Tout à fait, surtout dans le contexte dans lequel tu es maintenant. Autre sujet sur lequel on intervient et qui est un sujet important, donc c'est toute la partie orchestration des prestations. Donc là, le suivi vraiment des calendriers de maintenance et des plans annuels de maintenance, avec des sujets d'identification de doublons, de repérage d'interventions non réalisées. Et c'est là où l'outil et la digitalisation a un intérêt, c'est qu'elle va pouvoir permettre soit d'identifier des schémas, soit d'identifier des retards, d'identifier des doublons, d'identifier des erreurs. Et donc, on va gagner du temps. Aujourd'hui, on estime que le gain de temps sur ces sujets-là est estimé à 20%, parce qu'on a des traitements qui sont très automatisés, et surtout, l'information est concentrée à un seul et même endroit. Ah, on t'entend plus, Isabelle. Voilà, pardon. Tu permets de canaliser cette information par un seul biais, parce que, et on en a très souvent discuté, Sébastien, moi, mon objectif, c'est de me concentrer sur les dysfonctionnements. Tout ce qui se passe bien, toutes les demandes qui sont traitées en temps normal et avec le niveau de service attendu, quelque part, mon reporting me suffit et je veux passer très vite là-dessus. Et par contre, me focaliser sur des points de difficulté, analyser ce qui s'est passé et voir un peu les mesures correctives pour que ça ne se reproduise plus, c'est vrai que là, du coup, on a cet enjeu-là via l'outil qui nous permet, en canalisant toutes les demandes, de se concentrer sur l'essentiel. Surtout sur un contexte multi-prestataire, multi-site, etc. Qui démultiplie la complexité de la chose. Bon, voilà, donc ça, c'est effectivement les alertes. Et puis, pour aller plus loin dans les prestations, on peut aller sur des audits de conformité, sur de l'évaluation des prestataires, sur de l'analyse, finalement, le triptyque, coût, délai, qualité, qui est le triptyque sur lequel on va aller regarder les contrats, parce que les outils en général, pas forcément uniquement le nôtre, mais en tout cas, les outils permettent de faire une analyse contractuelle. Et c'est un sujet qui est extrêmement fort. Ce qui dit analyse des contrats dit meilleure maîtrise des contrats. Et quand on est dans un enjeu, comme tu le disais, multi-contrat, multi-site, c'est important d'avoir un outil qui centralise et qui permet de faire déjà des benchmarks entre les sites, identifier les prestataires qui sont performants, ceux qu'il faut un peu plus accompagner, parce qu'il y a des raisons qui peuvent expliquer une baisse de performance, et des contextes qui ne sont pas forcément liés aux prestataires. Oui, en fait, ce que j'ai apprécié surtout dans la démarche aussi, c'est que quelque part, l'outil dont on parle, il vient d'un besoin métier. En fait, on a un métier, on a des informations à gérer, des prestations à gérer. Et alors, c'est vrai qu'on peut faire tous les Excel du monde, on peut essayer d'automatiser avec les outils, on va dire, standards, que ce soit Microsoft ou autre, Power BI, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, pour gérer des niveaux de qualité et pour aussi documenter tout ce qui est rapport d'intervention, bon d'intervention, respecter la planification, ça c'est très important, autant en préventif qu'ensuite avoir tout ce qui est documentation en curatif. Tout ça, en découle un outil là dont on parle en ce moment et qui vraiment est adapté, en tout cas moi de mon point de vue, à tous les challenges auxquels je suis confrontée tous les jours. Ouais, il faut savoir qu'à la base on n'est pas éditeur logiciel, c'est quand même c'est ça. assez intéressant. On trouvait pas le bon outil, donc du coup on a décidé de le fabriquer. Et c'est vrai que Isabelle a participé à la réflexion, forcément, dans l'outil, parce que ayant été dans nos premiers clients, les enjeux, les problématiques qu'on rencontrait chez toi a fait que ça a alimenté notre réflexion. Et d'ailleurs, merci, j'en profite pour te dire merci. Et donc, ça nous permet de zoomer un petit peu plus sur ton cas particulier, Isabelle, avec un contexte qui est assez intéressant. C'est que BASF, c'est un client industriel. On s'est retrouvé, en tout cas dans le contexte dans lequel on a intervenu, c'était 25 sites. Et on vous a accompagné dans votre souhait de passer d'une gestion FM centralisée avec un FMER à une gestion multi-lot, multi-prestataire, multi-site, je dirais. On s'est retrouvé à vous accompagner sur la partie appel d'offres et gestion, au-delà de l'appel d'offres, même sur la partie conception, avec toi et tes équipes du système de gestion de la partie services généraux. Et donc, on a sorti 12 lots, 25 sites, 28 sociétés consultées. Ça nous faisait 543 réponses potentielles, en fait. On a commencé à recompter justement l'ensemble.
Donc, au début, c'est comme on nous avait dit qu'on l'a réussi parce qu'on nous avait pas dit que c'était impossible, quoi. Mais on y est arrivé. Mais on y est arrivé quand même en grande partie grâce aux outils digitaux, il faut le dire. Dès le début, l'appel d'offres, il avait été pensé pour pouvoir analyser toutes les réponses de manière centralisée. Et après, toute la partie analyse des réponses et financières, on a dû faire appel à d'autres outils, quoi. Et nous, on a fait appel alors en l'occurrence là, à Power BI pour faire l'analyse de données et surtout pour faire des scénarios, sachant que n'importe quel prestataire pouvait intervenir sur n'importe quel site, sur n'importe quel lot, entre guillemets, qu'il avait choisi. Voilà, donc là, je pense que en tout cas, notre expertise à nous, maintenant, ça vient de là, on vient de l'exploitation. On est capable d'accompagner, on a été capable, et je pense qu'Isabelle peut en témoigner, de l'accompagner dans la sélection de tout le monde et dans la réflexion aussi. Complètement. De l'organisation. Ne serait-ce que sur effectivement la façon d'aborder l'appel d'offres, la typologie de site qu'on a à traiter, les questions de proximité quand il s'agit de pallier à des absences inopinées. Oui, le fait d'adapter les prestations surtout en fonction de la typologie de site, je crois qu'on a mené un boulot de fond pour essayer à chaque fois, tout en trouvant des synergies avec certains fournisseurs sur une zone donnée, pouvoir quand même avoir une approche qui est un petit peu personnalisée en fonction de la typologie de site ou de l'organisation qu'on avait en face de nous. Et les premiers résultats montrent depuis quelques mois d'ailleurs que les occupants sont plutôt satisfaits de la réactivité avec laquelle on traite leurs demandes et du niveau de service, puisque le niveau de service est désormais un peu plus adapté en fonction du site sur lequel on se trouve. Ouais, on a réussi à penser une organisation globale, mais avec une personnalisation locale, quoi. C'est ça, exactement. C'est le sujet qu'on a réussi à faire. On a quand même mis 6 mois, du coup, du début à la fin du projet, c'était 6 mois. Et sur toutes les sociétés qui ont été consultées, on en a retenu 18, quoi. Là où avant, tu n'avais qu'un FME, en fait, finalement. C'est ça. Donc, c'est un vrai changement de fonctionnement, hein, pour toi. Et par contre, derrière, il y a des gains, et les gains, on les a estimés à 190 000 € en fait, entre l'avant et le maintenant. Donc c'est vrai avec un niveau de service qui est le gain est là, effectivement, je te rejoins, mais en plus avec un niveau de service qui semble même presque meilleur parce que plus adapté en fonction des sites sur lesquels on se trouve. Donc la perception des occupants, elle est vraiment positive. Je rajouterais que c'était valable dans ton cas particulier de BASF, mais il y a des clients sur lesquels le modèle FM est celui qui convient tout à fait, quoi. On n'est absolument pas là pour dire c'est le modèle qu'il faut. Voilà, mais en tout cas, dans ton cas particulier, c'était un modèle qui convenait. Et ce modèle-là nécessite des outils qui sont quand même assez importants. Et c'est vrai qu'on a eu besoin de faire de l'analyse de données, hein, même si ça paraît trivial quand on le dit comme ça, parce que finalement, c'est que des plus et des moins, mais quand on gère autant de réponses et autant d'informations, ça nécessite de le concentrer. Donc là, on parlait d'IA et de digitalisation, il y a un pan en fait qui est important, c'est l'analyse de données. C'est vrai que là, on l'a fait avec du Power BI qui vient faire de l'analyse de données, mais on pourrait imaginer des méthodes d'intelligence artificielle qui seraient capables d'aller faire ces choses-là et de sortir des rapports. Néanmoins, il faut les comprendre, parce qu'encore une fois, on y arrivait parce qu'on est en capacité de comprendre le contexte dans lequel intervenait chaque prestataire sur chaque site, etc. Et ça, c'était important, quoi. On a bien vu, les chiffres n'ont pas décidé de l'ensemble. Et à un moment, il y a des choix qui ont été faits sur des prestataires où sur la partie chiffres qui ressortaient, ce n'était pas forcément les mieux classés. Mais on savait que c'était ceux qu'il fallait sur le site pour différentes raisons. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et donc, une fois qu'on a fait ça, il a fallu l'exploiter. Et on va rejoindre du coup, ce qu'on disait au début sur la partie des outils d'exploitation et donc disposer d'un outil qui soit le plus pertinent possible sur le suivi. Alors, nos outils d'exploitation. Donc, Mintilla, on l'a vu, donc ça c'est notre outil. Donc le choix de BASF a été de travailler avec notre outil pour maintenant faire l'exploitation, sachant qu'on a fait une période, on va dire, transitoire, en fait, où on n'a pas encore l'outil de déployer. Et là, on est en train de le déployer chez toi avec la manière dont on le fait. Encore une fois, c'est ces outils sur lesquels il faut aller progressivement. Donc on le fait progressivement avec site pilote. Et on va le déployer progressivement sur les différents sites, quoi.
Donc, ce que tu as pris aujourd'hui dans l'outil, c'est toute la partie génération des plans annuels de maintenance sur lesquels, au niveau de la mise en œuvre de l'outil, de la mise en place, il y a quand même eu un très, très gros travail de fait avec entre nos équipes pour bien remettre à plat tous les plans de maintenance et les intégrer dans l'outil pour qu'ils s'y collent le mieux possible. Ah, on t'a pas entendu, Isabelle. Je vous ai... Vous m'entendez pas? Oui, c'est bon. Ah, si. Ok. Non, tout à fait. Voilà, tu as choisi le ticketing avec la catégorisation automatique également. Donc ça, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Voilà, ouais, effectivement, en fait, les aspects qu'on retrouve dans l'outil, ce sont les 2 aspects principaux, enfin, voire même les 3, c'est-à-dire la partie ticketing visible par les occupants. Donc, une façon de leur donner un accès simplifié pour faire leurs remarques, pour déclarer quelque chose qui ne va pas ou faire leur demande. Ça, c'est assez ludique, c'est très simple. De l'autre côté, la partie, pour nous, gestion des demandes, alors automatisée ou pas, mais en tout cas, on voit très facilement ce qui se passe sur les sites, les demandes qui tombent, et on peut prioriser ces demandes, et ensuite tout ce qui est en fait gestion de la planification avec nos gammes de maintenance. Donc ça, on a parlé déjà. Donc ça couvre en fait tous les aspects de notre gestion au quotidien. Tout à fait. Juste, je me permets de te couper. On a des questions sur le chat, je n'avais pas vu tout à l'heure. Des gens qui nous demandaient un gain de 190K, ça représente combien en pourcentage de baisse? De tête, ça doit être de l'ordre de 8% à peu près. Ouais, c'est ça, j'allais dire 8-9%. Tout à fait. Exact. Et comment sont constitués ces gains? Tout simplement, en fait, en allant chercher des prestataires au plus proche des sites. Il y a eu des gains à ce niveau-là. Et en supprimant, je pense, aussi des couches de surpilotage, on va dire. Oui, alors voilà, oui, tout à fait. Déjà, oui, une grosse partie, c'est effectivement le surpilotage qui était proposé au travers de notre FMR, de notre ancien FMR. Alors vous allez me dire, effectivement, on démultiplie du coup un peu les prestataires à gérer, mais avec l'outil dont on est en train de parler, ça se passe plutôt bien. Donc il y a cette partie pilotage qui, je le dois dire très honnêtement, n'est pas non plus le métier de base d'un FMR. Donc c'est là où on a gagné en coût, et l'autre partie, c'était beaucoup plus une discussion, donc vraiment site par site en fonction des typologies de sites, comme je disais tout à l'heure, et d'adapter les prestations et de voir éventuellement, si je prends la propreté par exemple, d'aller creuser un peu comment ça se passe sur un site et de potentiellement gagner en mettant l'automatisation sur certaines tâches et en diminuant certains coûts de personnel par exemple. On a fait un gros travail d'ajustement du cahier des charges site à site. Et on a aussi intégré, quand on a fait ce travail-là, on a vraiment intégré les occupants des sites, en fait. Parce que tu avais chez toi les responsables, les points d'entrée, les points de contact au site qui ont été largement partie prenante sur l'élaboration des cahiers des charges. Tout à fait. Alors, donc les prestataires ont accès à l'outil et l'unique outil de centralisation de toutes les données de tous les prestataires. Alors, les prestataires pourront avoir accès à l'outil effectivement pour saisir de la donnée, mais aujourd'hui, non, le choix n'est pas venu à ce niveau-là. Non, pour le moment, on est en cours de déploiement, hein, donc pour le moment, ce qu'on souhaite, c'est garder la main sur l'outil. Pourquoi? C'est parce qu'on est en déploiement et qu'on veut voir un peu comment ça se passe. Comme tu l'as rappelé, on veut pas tout automatiser non plus, parce que l'idée, c'est de en fonction des organisations, de ce qui se passe, voir si les priorisations, il n'y a pas quelque chose à remanier, c'est au quotidien. Et ensuite, ce qu'on a constaté, c'est que, alors, donner accès aux prestataires, on va voir, pourquoi pas, mais chaque prestataire a sa plateforme aussi. Donc là, il y a une discussion à avoir pour voir si on peut interfacer des choses dans un futur proche. Pour le moment, on est parti vraiment sur la partie donc ticketing et GMAO, avec un accès, on va dire plutôt un accès en lecture pour certains contacts de nos sites. Et là encore, voilà, maîtriser l'information. Ouais, on veut garder la maîtrise, et on veut aussi garder cette partie qu'on a perdue depuis le Covid, je trouve. Hein, c'est vraiment un sentiment personnel de discuter avec les gens, de discuter avec nos sites, de discuter avec nos occupants qui sont quelque part nos clients. Enfin, on travaille pour eux, on est là pour qu'ils travaillent dans les meilleures conditions possibles. Et alors, on leur propose cet outil pour qu'ils puissent
très rapidement signaler quelque chose ou faire une demande, mais derrière, tout ce qui est reporting, tout ce qui est plan d'action, tout ce qui est mesures correctives, tout ce qui est RMA au sens large du terme, on préfère vraiment approcher chaque site et chaque contact site pour discuter. Et donc, sur base d'un outil, certes, mais pas en les laissant tout seul face à une intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, pour moi, elle nous aide, mais elle ne nous remplace pas. Ouais, là-dessus, on est bien d'accord. Il y avait une autre question sur combien de temps pour déployer l'outil sur l'ensemble des actifs. Là, l'initialisation, on est sur à peu près 3 mois, hein, pour faire la partie paramétrage et d'initialisation ensemble, parce que c'est comme on le disait, hein, c'est quand même très très long et c'est le moment le plus critique en fait. Si on rate ce moment-là. Exact. En fait, et puis tout dépend le nombre de sites et le nombre de prestataires. Ça aussi, ça joue, puisque on rentre toute la structure de l'entreprise, les contacts internes, les contacts externes, les plans de maintenance. Donc plus on a de sites, plus on a de prestations, plus c'est long. On va dire oui, 3 mois plus on va dire quand même 3 mois de déploiement parce qu'on veut faire les choses bien, on veut tester, on veut documenter correctement, on veut accompagner nos collaborateurs et nos prestataires pour que tout se passe le mieux possible. Si je dois être honnête, je dirais 6 mois, oui, pour chez moi, avec la complexité que l'on a. Oui, puis il faut le faire bien, parce que sinon, si on ne le fait pas bien, en fait, les usagers ne vont pas forcément y adhérer. Si on veut l'ouvrir aux prestataires, ça va être compliqué parce qu'ils ne s'y retrouveront pas. Donc on a vraiment besoin de faire ça. Et je pense qu'une des forces que l'on a dans notre partenariat avec BASF, c'est qu'on est en capacité, nous, de comprendre les problématiques que vous avez, parce qu'on vous suit sur des sujets d'exploitation depuis un moment déjà. Et on est aussi en capacité d'aller vite et de mettre les ressources qui vont bien pour te permettre d'agir. On trouve des solutions palliatives sur les différentes difficultés. Alors, sur les questions d'interfaçage. Aujourd'hui, on n'est pas interfacé avec des GMO prestataires aujourd'hui, mais bien évidemment, notre outil est constitué de quantité d'API et on pourrait très bien imaginer des interfaçages avec des GMO prestataires. Aujourd'hui, le cas ne s'est pas présenté parce qu'on était dans cette démarche de dire à un moment, il y a un humain qui va interagir avec les prestataires et en tout cas, ce lien fort était présent. Néanmoins, c'est des choses que l'on sait faire. On veut juste faire attention à maîtriser la qualité de la donnée d'entrée. En fait. Voilà, ça c'est un sujet qui est fort. Le risque de tout automatiser, c'est que finalement, on ne le voit plus. Et ce que je disais tout à l'heure, il faut bien maîtriser ce risque-là de dire « Ok, c'est bon, il est passé, j'ai le bon d'intervention », mais finalement, c'est validé, c'est coché, mais on ne le voit pas. Et on se rend compte peut-être un peu plus tard qu'il y avait un truc important dessus, et le prestataire n'a pas jugé utile de le dire, mais parce que pour lui, ça ne l'était pas, mais pour nous, exploitants, ça l'était. Voilà. Donc, mais bien évidemment, c'est possible de le faire. Alors, je ne comprends pas une question. Le live est-il bloqué globalement? Ça, je ne sais pas. Ah, peut-être que vous avez des problèmes de son. Ok. Une autre question, on était sur la charge journalière pour la gestion des demandes. Alors, je suppose que c'est à destination de BASF. Et combien de TP cela représente? Alors, la charge de travail journalier pour la gestion des demandes. Alors, très compliqué. C'est notre quotidien, en fait. Hein, ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire aujourd'hui. En fait, nos journées, elles se divisent entre gestion des demandes, gestion des appels d'offres, planification, documentation. Donc, ouais, la charge de travail pour la gestion des demandes, disons qu'elle va être diminuée avec l'outil parce que quelque part, on autorise nos collaborateurs à accéder à donc une application qui est beaucoup plus ludique, beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Pour nous, ça nous permet de canaliser au travers d'un seul outil toutes les demandes qui tombent. Donc quelque part, ça diminue tout ce qui est échange de mails, téléphone, etc., etc. Maintenant, la charge de travail, ouais, pour la gestion des demandes, c'est notre business en fait. Combien de TP? Alors, combien de TP si vous me parlez de BASF, l'équipe BASF en interne, on est 6. Voilà. Ouais. Avec notre accompagnement, ça rajoute un peu de monde aussi, quoi. Ça rajoute un peu de monde. Mais effectivement,
En fait, aujourd'hui, l'outil va permettre de réduire ce temps-là en canalisant. Effectivement, il a une autre vertu, en fait, et ça, quels que soient les outils qui sont utilisés pour centraliser, c'est que cette vertu de centralisation permet d'éviter de perdre l'information, en fait. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a une autre vertu avec cet outil-là, en l'occurrence celui-ci, c'est qu'aujourd'hui, l'information te concernant, enfin concernant BASF, elle est vraiment sur un espace qui vous est dédié à vous, BASF, et c'est vos données. C'était un souhait que vous aviez, donc c'est vraiment vos données, c'est un espace. On n'est pas dans un espace qui est partagé, donc on a un espace vraiment dédié à BASF. Donc ça, c'est important. Et toutes les informations sont aujourd'hui traitées par des algorithmes qui sont développés par nos équipes et qui sont complètement français. Enfin, tout est français, en fait, chez nous. On n'a pas d'informations qui sortent sur des outils tiers. Donc ça, c'est aussi important. On disait qu'on communiquait avec d'autres, mais en tout cas, tout le parti traitement et intelligence, c'est vraiment développé en interne et on ne se connecte pas à des chats GPT, on ne se connecte pas à d'autres outils qui vont faire de la reconnaissance de langage naturel, quoi. Je peux compléter, effectivement, tu as entièrement raison. Vous êtes même passé au travers du filtre de notre DSI sur tout ce qui est IT Supplier Risk Assessment. Donc oui, ça c'est très clair. Le fait de bénéficier d'un accès vraiment spécifique côté BASF, ça nous laisse aussi l'opportunité de maîtriser aussi les prestataires auxquels on fait appel, nos futurs appels d'offres pour gérer nos prestations. Donc on est quelque part indépendant. Et ça, c'est important. Qui sont très précises sur la partie gestion de la maintenance. Je ne peux pas répondre pour toi, là, Isabelle. Alors, je ne vois pas... Sur la gestion de la maintenance, c'est la réponse à la gestion à la quantité de TP. Ah non. Alors, 6 en global, en fait... alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais dans la partie Facility Management BASF, on a donc la gestion, la prestation... de tous nos services sur les sites. Donc, il y a la maintenance, il y a la propreté, il y a la 3D, il y a l'accueil, il y a le gardening, la sécurité sur certains sites, enfin, toutes les prestations, la restauration, je ne sais plus si j'en ai parlé. Voilà, donc ça, c'est tous les services, en fait, au quotidien que l'on gère pour tous nos sites. On a aussi la gestion de la flotte automobile et une petite partie consacrée à tout ce qui est travel, tout ce qui est voyage d'affaires. Et donc accessoirement, quelques projets de déménagement et d'aménagement de locaux, puisque je suis en train de déménager mon siège social. Voilà. Donc, c'est une toute petite équipe. C'est vrai que, tu le dis pas, mais c'est vrai qu'on intervient aussi sur la partie exploitation avec toi, oui. sur le suivi quotidien, et c'est vrai que on est intégré dans les équipes et on t'accompagne dans le suivi également, plutôt exploitation cette fois-ci, on sort de l'outil, et c'est la partie humaine de mainteneur cette fois-ci qui intervient, où on intervient nous sur la partie exploitation avec toi, on gère également une partie des demandes, on fait l'interface avec les occupants sur une partie des sites, et on a également un enjeu, et ça c'est assez fort, et on le retrouve dans l'outil aussi, mais un enjeu de gestion de la partie réglementaire. Oui, j'allais venir, oui, exact. Sur lequel on intervient également au quotidien avec toi, et tu nous as délégué la gestion de ça pour l'intégrer également dans l'outil cette fois-ci à moyen terme. Exactement. Donc voilà, l'outil aujourd'hui le permet, on répond en tout cas aux besoins de gestion de la partie réglementaire et suivi de la réglementation avec l'outil et nos humains, nos équipes chez vous, quoi. Tout à fait. Alors, question, pourquoi BASF a décidé de partir sur cette solution ? Parce qu'on est, j'allais dire, on a carrément cassé le modèle traditionnel que l'on nous demandait de tenir depuis des années au travers de l'appel d'offres qu'on a fait en fin d'année dernière et début de cette année. On avait depuis des années un modèle traditionnel avec notre groupe en Allemagne qui nous imposait un FME pour tous nos sites en France, toutes nos prestations. Ceci pour pouvoir en fait avoir un reporting qui était une consolidation du chiffre d'affaires et de tous les tickets au niveau du groupe avec du recul. Donc là, il y a eu une réorganisation dans notre groupe qui a fait qu'en fait notre groupe a un petit peu décentralisé la gestion du facility management. On s'est retrouvé un peu plus en autonomie sur le territoire français et dans tous les pays pour gérer l'appel d'offres. Et donc avec Meitners, avec qui donc on travaillait ensemble déjà depuis quelques temps, on s'est mis autour de la table pour repenser le modèle et en se disant est-ce que c'est pas le moment de réfléchir sur quelque chose de plus adapté. Et en faisant un retour d'expérience sur toutes les choses qui s'étaient bien passées
et qui s'étaient moins bien passés, on a effectivement en fait constaté qu'avoir une seule société qui intervient sur tous les domaines, sur tous les sites, au final, ça n'est pas le plus efficace. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à donc un appel d'offres avec une approche multi-site, multi-prestataire, multi-prestation. Ça, c'était donc vraiment dans le cadre de l'appel d'offres. Et une fois qu'on a établi cette stratégie et donc ce plan de déploiement, est venu très vite sur la table le fait de se dire oui, d'accord, mais alors on fait comment? Parce que du coup, en interne, au lieu d'avoir un mainteneur, enfin un FMeur à gérer, on va se retrouver avec, effectivement, comme tu l'as dit, quelques dizaines de fournisseurs différents, des plateformes, plein de données, plein de façons de faire différentes, et il faut qu'on trouve un moyen d'uniformiser tout ça, et tout en gardant la maîtrise de ce que l'on fait. Et donc, de ça est venue l'idée donc de travailler sur Mentia. Oui, tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Parce que comme tu l'as dit, et comme je l'ai dit aussi au départ, en fait, Mentia est issu d'un besoin métier. Souvent, pour avoir trempé dans des projets SAP, par exemple, depuis des années, quand on bascule dans SAP, on prend SAP et on adapte nos usages et nos process à SAP. Là, c'est carrément l'inverse. On a une problématique, on a une façon de faire et on a besoin d'aide, on a besoin d'avancer tous ensemble. Et donc, du coup, on a trouvé effectivement l'outil qui correspondait à notre besoin. Et surtout parce que, comme tu l'as dit, Sébastien, on fait le même métier, et donc tu sais pertinemment toutes les problématiques auxquelles on est confronté. Donc on s'est très vite entendu sur ce terrain-là. Oui, l'outil est vraiment issu de notre expérience. C'est vraiment quelque chose qui est important à avoir en tête. Je me rappelle des yeux d'une collègue la première fois qu'on a fait une démo avec le fait d'avoir l'intelligence artificielle qui, en fonction de mots-clés, etc., pose des questions et donc guide l'utilisateur de façon très, très intuitive. Et je me souviens encore de ses yeux à ma collègue, donc effectivement, c'était assez sympa. Merci Isabelle. Bon, je vous propose qu'on avance sur le webinaire parce qu'il nous reste, je crois, 3 minutes, donc on va arriver à la conclusion. On est disponible pour répondre à toutes les autres questions qui arrivent en tête-à-tête, bien évidemment, à l'issue. Vous aurez nos coordonnées, et c'est avec plaisir qu'on pourra vous répondre. Je pense qu'il va être temps de conclure sur la fin de ce webinaire. En conclusion, ce que l'on peut dire, Isabelle, finalement, c'est que l'IA, c'est bien, mais pas que. Qui a des limites. Quand on parle d'IA, en fait, il faut vraiment faire attention à toute cette notion de... finalement, l'IA, c'est pas l'alpha et l'oméga de la gestion des services généraux en ce qui nous concerne, et elle va pas pouvoir tout faire. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir une véritable expertise dans cette mise en place et ce déploiement. Et un outil en lui-même, finalement, reste un outil. S'il n'y a pas un bon artisan derrière pour l'utiliser, ça ne fonctionne pas. Je pense que c'est vraiment la conclusion qu'on peut sortir de notre partenariat aujourd'hui avec BASF. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Isabelle? Écoute, je crois que tu as fait le tour de tout. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, mais effectivement, l'idée, c'est vraiment d'utiliser l'intelligence artificielle, de la mettre au service de nos besoins, de pas laisser, de garder la maîtrise sur tout ce qui se sent, tout ce qui est impalpable. Donc c'est vraiment un outil qui vient en support, en particulier là pour ce qui me concerne de la structure avec laquelle on fonctionne maintenant. Mais c'est pas du tout quelque chose qui va se substituer aux relations humaines et à la nécessité de réfléchir toujours plus loin sur comment on fait avancer notre métier. Tout à fait. Alors, on nous demande quand même le volume de ticketing moyen. Je ne sais pas si tu en as une idée aujourd'hui. Je suis incapable de répondre à cette question pour le moment parce qu'on est en plein déploiement et que je m'aperçois en fait au fur et à mesure que on avait pas mal de fonctionnement par mail. C'est vrai qu'on est vraiment en plein basculement avec un appel d'offres qui a abouti là. Il y a donc depuis avril à l'introduction de plusieurs prestataires et plusieurs sites et prestations. Et je vois passer des demandes encore par mail. Tout n'est pas canalisé dans l'outil.
Mais c'est facilement quelques dizaines de demandes par site au quotidien. Et on a effectivement une bonne trentaine de sites à gérer. Voilà. Voilà. Parfait. Écoutez, on arrive au bout de ce webinaire. Je vous remercie de votre attention et on se tient à disposition pour échanger avec vous sur la suite. Et si vous avez d'autres questions, en tout cas, que ce soit moi, ou même si vous souhaitez éventuellement qu'on avance un petit peu plus loin dans l'échange, c'est vraiment avec plaisir, quoi. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi, Sébastien. Merci à tous. C'est gentil de ta part de participer à ce webinaire, parce que je sais que tu es extrêmement chargé en ce moment. Donc, merci beaucoup. On apprécie très fortement. De rien. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée. Au revoir.